Bon, bah écoutez, bienvenue à cette formation sur les bases du plan d'épargne salariale. Donc une formation qu'on vous propose en collaboration avec Carré RG. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment, comme j'ai appelé le titre, de vous présenter les bases du plan d'épargne salariale. Pourquoi? Parce que quand on fait quand on a une présentation de l'épargne salariale par nos sociétés partenaires qui commercialisent les plans d'épargne salariale, en général, c'est environ une journée de présentation. Donc là, autant vous dire qu'en 30 minutes, l'idée, c'est vraiment d'être concis. Voilà, d'être concis et de vous donner voilà, l'idée. Rapidement, pour que vous ayez une idée de ma société, donc je suis associé d'un cabinet en gestion de patrimoine avec monsieur Legros, on est deux associés, une société qu'on a créée en 2014, donc il y a 2 ans. Ça fait 5 ans qu'on est tous les deux dans le domaine. On était dans le domaine de l'assurance avant, on travaillait avec un courtier. Aujourd'hui, on a 5 conseillers répartis sur 2 cabinets. On est à la Croix-Rousse, on est 4, et on est en train d'ouvrir un bureau à Mâcon avec un conseiller également. On gère plus de 450 clients, donc des chefs d'entreprise, des particuliers. Donc 450 clients, c'est le portefeuille réparti sur tous les conseillers. Et ça représente donc une gestion de plus de 7 millions d'euros d'encours. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de la gestion de patrimoine. On peut faire un petit rappel pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc en fait, l'idée, c'est de... On va proposer des placements ou des produits de défiscalisation. Et ces 7 millions d'euros d'encours correspondent à ce qu'on va gérer pour nos clients. L'idée, c'est d'avoir une vision régulière sur le rendement et ce que ça peut leur apporter. Donc les 7 millions d'encours, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est pas votre trésorerie personnelle. Non, c'est pas ma trésorerie personnelle, c'est ce qu'on vous a confié. Qu'on gère, voilà, ça nous a confié. L'idée de la formation, dans un premier temps, c'est de vous parler donc, de l'épargne salariale. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. On va voir qui est-ce qui peut en bénéficier, donc qui est concerné. Les salariés, les chefs d'entreprise. Ensuite, on parlera des caractéristiques du plan d'épargne salariale. Je parlerai un petit peu plus longuement de la règle de l'abondement. On va voir que l'abondement, en fait, c'est vraiment le facteur qui fait que le plan d'épargne salariale va être optimisé d'un point de vue chef d'entreprise. C'est vraiment sur ce point-là qu'il faut appuyer. C'est ce qui va être intéressant. Et enfin, on fera un petit quiz pour voir si vous avez bien retenu. Et, alors, donc déjà, qu'est-ce que l'épargne salariale? Dans l'épargne salariale, on va avoir 2 acteurs. D'un côté, le bénéficiaire, qui peut être soit le dirigeant d'entreprise, soit le salarié. De l'autre côté, on va avoir l'entreprise. L'idée, elle est simple, il y a un versement personnel qui va se faire. Donc ça peut être le salaire, ça peut être la participation, ça peut être l'intéressement. Et derrière, on va avoir un abondement qui va être fait par l'entreprise. D'accord? L'abondement, le maximum, on a un plafond à 300%. J'entrerai un petit peu plus dans les détails après. Et donc cet argent va être placé dans un plan d'épargne. Plan d'épargne, donc soit on a un PEE, plan d'épargne d'entreprise, soit on a un PERCO. PERCO, c'est plan d'épargne retraite collectif. Le PEE, c'est un produit de moyen terme qui est disponible à partir de 5 ans, avec des cas de déblocage anticipés. On verra après. Et le PERCO, c'est un produit de retraite, utilisable pour la retraite, également avec des cas de déblocage. L'abondement, il n'est pas obligatoire. L'abondement, il n'est pas obligatoire, mais c'est ce qui fait l'intérêt d'un plan d'épargne salariale. On verra après, mais non, il n'est pas obligatoire. Mais du coup, si on n'a pas d'abondement, c'est comme si en fait on avait un compte titre. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de limité, quoi, disons. Pardon, il y a un intérêt qui est plus limité. Voilà, complètement. Vraiment, ce qui fait l'intérêt du plan d'épargne, ça va être l'abondement.
Pour vous donner une idée justement de cet abondement, donc ça c'est une moyenne, on a pris un salaire de 1 000 €, on a calculé les charges, donc que ce soit fiscal, social, patronal ou même impôt sur le revenu, donc tout confondu, hein, pour l'entreprise et pour le salarié, on arrive à des charges en moyenne de 1 241 €. Donc j'ai pris un TMI de 15%, donc quand on est à 30 ou 41%, c'est encore plus important. Pour l'abondement, donc c'est exactement la même chose, j'ai pris 1 000 € d'abondement, on va avoir des charges de 300 €. Donc sur ces 300 €, on va avoir un forfait social de 20% sur le PE, 16% sur le PERCO, et la CSG CRDS à hauteur de 8%. Voilà, donc ça fait à peu près 30% de charge. Donc qui peut bénéficier d'un plan d'épargne salariale? Donc à peu près tout le monde. Tous les dirigeants, donc que ce soit chefs de petites entreprises comme les professions libérales, ou les grosses entreprises, SAS, SA, voilà. Tout le monde peut en bénéficier, tous les associés. Même si on n'est pas salarié? Même si on n'est pas salarié, les mandataires sociaux, on peut également en bénéficier. D'accord. Ouais. Il faut des salariés ou pas? Il faut un salarié, obligatoirement. Donc le salarié, évidemment, peut en bénéficier aussi, hein. C'est le principe du plan d'épargne salariale, c'est que tout le monde en profite. Ouais. Donc il faut un salarié dans la société. CDD ou CDI. Contrat d'apprentissage, contrat en alternance, donc ils peuvent être bénéficiaires du contrat. Par contre, il faut absolument qu'il y ait un autre salarié dans la société. Donc exemple, l'artisan qui a un contrat d'apprentissage, il ne va pas pouvoir mettre en place un plan d'épargne salariale. Par contre, il faut qu'il ait au moins un autre salarié, et là il va pouvoir le mettre en place, et le contrat en alternance pourra bénéficier du plan. On entend souvent parler du fameux poste de femme de ménage, recruté à 2-3 heures par semaine, qui fait office de CDI ou de CDD, et qui ouvre le droit justement à l'épargne salariale. Tout à fait. Vous avez un avis là-dessus? On peut tout à fait le faire. Après, il faut faire attention aux requalifications fiscales, mais si c'est une personne qui est là régulièrement, qui a un contrat, donc il faut qu'il y ait un contrat de salarié. Oui. Si elle est là régulièrement, oui, bien sûr, c'est une salariée à part entière, et donc ça rentre dans le cadre de la mise en place du plan d'épargne. Okay. Donc les stagiaires ne sont pas compris. Et le cas le plus intéressant, c'est le conjoint. Dans le cas d'une très petite entreprise, quand on a un conjoint associé ou conjoint collaborateur, on peut mettre en place un plan d'épargne. Donc pourquoi je dis que c'est plus intéressant? Parce que dans un cas comme ça, tout le capital qui va être intégré sur le plan d'épargne va rentrer dans le foyer. C'est-à-dire à la fois le versement, à la fois l'abondement qui est mis par l'entreprise. Que ce soit pour le chef d'entreprise et le salarié, puisque le salarié c'est le conjoint. Donc du coup, dans un cas comme ça, au niveau optimisation, c'est vraiment Quelle entreprise peut mettre en place un PEI PERCOI? Alors ouais, vous allez voir, des fois je parle de PEI PERCOI et non de PE PERCO. C'est exactement la même chose, c'est simplement c'est des plans d'épargne salariale qui sont beaucoup moins lourds au niveau mise en place administrative. Donc c'est les plans qu'on va utiliser, mais c'est exactement la même chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un PE. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut absolument qu'il y ait un contrat de travail en plus du mandataire social. Et il faut que l'entreprise soit rentable avec un minimum de trésorerie. Pourquoi? Parce que si vous avez un salarié qui souhaite verser sur son plan d'épargne, que vous n'avez pas de trésorerie, et que dans l'absolu vous êtes obligé de verser l'abondement, enfin, je parle du point de vue chef d'entreprise, hein, on va être obligé de verser l'abondement, il peut avoir un souci. Donc l'idée c'est de calculer quand même au niveau de la trésorerie, si au cas où tous les salariés, bon c'est rare, mais tous les salariés souhaitent verser en même temps, il faut qu'il y ait une réserve qui corresponde à l'abondement maximum qui pourrait être mis dans le plan. Les conditions de mise en place, donc c'est une décision unilatérale pour les dirigeants. Donc c'est-à-dire c'est un choix. Vous pouvez en mettre en place, c'est pas obligatoire. On n'a pas besoin de consulter les salariés pour les mettre en place. Si justement, il y a une ratification aux 2 tiers des salariés. Donc c'est-à-dire il faut qu'il y ait au moins 2 tiers des salariés qui soient d'accord
avec la mise en place d'un plan d'épargne salariale. En général, ils n'ont aucune raison de ne pas être d'accord. Donc, et ça on procède comment pour leur demander justement leur souhait de droit Ouais, bah, y a un document de ratification en fait, tout simplement. Donc il y a une liste d'émergement, voilà, où on rentre nom, prénom, adresse des salariés et on les fait signer pour bien prouver qu'ils ont connaissance de la mise en place d'un plan d'épargne. D'accord, c'est seulement la mise en place, il n'y a pas tous les ans. C'est à la mise en place. Alors à chaque nouveau salarié, on a un devoir, donc ça c'est très important aussi. Ouais. À chaque nouveau salarié, on a un devoir, donc ça après c'est le côté légal. Hein. On a un devoir d'information. Voilà, tout à fait. Les versements possibles, donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'épargne personnelle, intéressement, participation et abondement. Et on peut verser toute l'année. En général, c'est ce qu'on met en place dans le règlement du plan, ou selon les périodes définies par l'entreprise et les accords mis en place. Donc on peut très bien dire, voilà, moi j'autorise le versement seulement de novembre à décembre. C'est un choix. Pour des questions d'organisation. Par exemple, voilà, pour des questions de trésorerie aussi. Trésorerie, bien sûr. On sait qu'en septembre, on a un gros mois, on propose. Voilà. Ok. Combien peut-il verser? Donc il y a un plafond au niveau des versements, hein, je ne parle pas de l'abondement là. Les versements, le maximum c'est 25% de la rémunération brute annuelle. Oui, donc on ne peut pas faire un prêt de 50 000 €, le poser et se dire on va avoir 300% d'abondement. C'est interdit. Okay. Déjà on n'a pas le droit de faire un prêt pour placer de l'argent. Enfin on peut placer sur l'immobilier mais... Mais oui, c'est bien tenté, surtout avec les taux en ce moment. Donc 25% de rémunération. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein, c'est assez bien fait pour même quelqu'un qui a un bas salaire, en général, peut aller jusqu'au plafond de l'abondement. Donc pour le TNS, structure IS, 25% du revenu N, structure IR, 25% du revenu N-1. Donc moi j'ai eu le cas d'un dentiste qui voulait... il était dans sa deuxième année d'activité, sauf que l'année d'avant il avait quasiment rien fait. Il a rien versé, quoi. Enfin, il avait fait, très peu. Voilà. Il avait fait 5 000 €, je crois, donc 25% de 5 000. Ah oui. Pas beaucoup. C'était pour s'initier au programme. Les supports d'investissement, donc je ne sais pas si vous connaissez les assurances vie. Les comptes titres, c'est le même genre, c'est des fonds communs de placement. Au niveau justement de l'épargnant, au niveau de la gestion, alors est-ce qu'on a un droit de regard? Est-ce qu'on veut que du fonds euro? Est-ce qu'on veut prendre Alors il n'y a pas de fonds euro, voilà. Malheureusement, sur un plan d'épargne salariale. Okay. C'est-à-dire il y a des fonds monétaires. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez les rendements des fonds monétaires, mais c'est catastrophique. C'est un fonds qui se dit sécuritaire, mais aujourd'hui on perd de l'argent quand on est sur le fonds monétaire. Donc en fait c'est des fonds communs de placement qui sont forcément pas garantis, mais on a des choses qui sont prudents. On a quand même des diversifié fonds prudents, obligations, actions, on peut choisir. Hein. On a vraiment une liste de fonds sur lesquels on peut placer, donc l'idée c'est d'en mettre un petit peu, de répartir pour lisser. Ça c'est votre boulot. Voilà, ça c'est moi je m'en occupe. Et il y a également des profils de gestion qui peut être intéressant pour un PERCO par exemple. On peut mettre un pilotage retraite. On va partir sur quelque chose de dynamique sur les premières années. Plus on va se rapprocher de la retraite, plus on va partir sur du fonds monétaire ou des fonds un petit peu plus prudents. Donc ça évite une catastrophe boursière. Voilà. Et donc la disponibilité de l'épargne, donc ça c'est assez intéressant, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 5 ans. Donc il faut attendre 5 ans pour le PEE et le départ à la retraite pour le PERCO. Et il y a des déblocages anticipés. Donc pour le PEE, on a le mariage, ou le PACS, la naissance d'un enfant, divorce, dissolution du PACS, création ou reprise d'une entreprise par le bénéficiaire, cessation du contrat de travail, donc on disait tout à l'heure, c'est vraiment le salarié qui arrête, il peut en bénéficier, agrandissement de la résidence principale, et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est l'acquisition de la résidence principale.
c'est débloquable et pour le PE et pour le Perco. Donc c'est pas forcément primo-accédant, c'est pas forcément la première, c'est-à-dire si on en vend une et qu'on en rachète une, on peut débloquer le PE et le Perco. Donc c'est pour ça moi j'ai des clients qui n'hésitent pas à vraiment blinder leur plan d'épargne salariale parce qu'ils savent qu'il y a un projet d'achat à court terme ou moyen terme, voilà. Ils se disent je vais pas utiliser notamment le Perco parce que bon le PE 5 ans ça passe encore. Oui. Mais le Perco, voilà. Même si c'est un super produit pour la retraite le Perco. C'est vraiment hyper intéressant parce que c'est un des rares produits avec l'assurance vie qu'on peut débloquer en capital à la fin. Contrairement au PERP par exemple. C'est une rente. Soit c'est une rente, soit c'est un capital. On a le choix en fait avec le PERP. Et la fiscalité est hyper intéressante. Mais il y a les prélèvements sociaux. Tout à l'heure, je prends un exemple avec un abondement de 300%. Donc on a le bénéficiaire, je prends un exemple de versement de 100 €. Le bénéficiaire va reverser 100 € sur le plan. Donc l'abondement, 300%, 300 €. Donc ça c'est l'entreprise qui le paye. Sur ces 300 €, on l'a vu tout à l'heure, le net qui va rentrer dans le plan d'épargne, donc ça c'est pour le bénéficiaire, c'est 276 €. Puisqu'on a 24 € de CSG CRDS, donc c'est les 10%. Donc il se retrouve avec 100 plus 276, 376 €. Et l'entreprise va devoir payer le forfait social de 20%. Donc là j'ai pris le pire des cas, c'est le PE, forfait social 20%, donc du coup ce que ça coûte à l'entreprise, c'est 360 €. Ce que ça coûte c'est 360, et il y a 24 € qui partent, mais ça c'est plus le bénéficiaire qui est pénalisé là-dessus. Ok ? Donc grosso modo, ça coûte 360 € pour 276 € net versés aux salariés sur un plan d'épargne. C'est ça. C'est ça, exactement. Pour un salarié ou un chef d'entreprise, Ouais. un bénéficiaire. Donc le ratio est. Ouais. C'est là l'intérêt du truc, on est d'accord. Oui, c'est vraiment l'abondement qui fait l'intérêt. En fait, le coût est plutôt de 84 €. Après la sortie de trésor, effectivement, 360 €. Voilà, c'est ça. Ouais, alors après, pour moi oui, mais pour les salariés, il y a les deux en fait. Pour moi, ouais. Il y a vraiment deux visions, non mais c'est vrai, hein, il y a vraiment deux visions. Il y a la vision chef d'entreprise et la vision salarié. La vision salariée, honnêtement, c'est tout bénef quoi. Ouais. Non mais du coup ça rentre aussi dans une espèce de politique de fidélisation. De Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, carrément, mais vraiment, pour fidéliser, c'est un outil qui est excellent. Hein. C'est clair. Et ça coûte moins cher que les prix. Ah bah oui, carrément. Mais juste pour je suis peut-être en train de mélanger un peu les clients, mais ça c'est genre pour avoir un intéressement ou une participation pour que le bénéficiaire pour avoir ce système-là pour un salarié. Non, pas forcément. Là j'ai choisi de ne pas en parler de la participation et de l'intéressement aujourd'hui. Là je suis vraiment dans un cas classique. La participation et l'intéressement, c'est un accord qu'on peut mettre en place on peut le faire au-delà de ça. Participation ou intéressement. Oui, tout à fait. Complètement dispositif indépendant. Ouais, je l'avais vu dans le cadre justement de participation. C'est encore plus intéressant parce que la participation, du coup, ça va être ici. Ça fonctionne comme un abondement. Ouais. Et en plus de ça, la participation, si je dis pas de bêtises, le forfait social, pendant 5 ans, il n'est pas à 20%, mais il est à 8%. D'accord. Sur le Perco, de mémoire. Je vous redirai. Ouais. Mais voilà, là c'est vraiment indépendant aujourd'hui, je parle pas de... Ok. Donc, lors de la mise en place du plan d'épargne, l'entreprise doit définir 2 critères, donc le taux d'abondement et le plafond. Le taux, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le maximum c'est 300%, donc on peut très bien dire 100, 150, 0. Il y a moins d'intérêt, mais jusqu'à 300%, plafonné à 8% du pass. Donc le pass c'est 33 000 en 2016, donc ça fait en tout cas 3 089 € en 2016. Ça c'est l'abondement maximum. Donc du coup, on peut très bien verser plus jusqu'à 25% de sa rémunération, mais l'idée c'est pas de dépasser les 3 000 € d'abondement, sinon il n'y a pas forcément d'intérêt. Enfin on revient au même cas. Pour le Perco, donc exactement la même chose, sauf que le plafond il est doublé, donc c'est ce que Gaël vous disait tout à l'heure. On est à 6 178 € d'abondement maximum en 2016.
Donc si vous cumulez les deux, vous pouvez abonder à 9 000 €. Ouais. C'est deux dispositifs Ouais. indépendants. Alors, en gros, en versement personnel, ouais, ça fait 3 100 maximum Ouais, de ça. mettre pour bénéficier. Mais on verse C'est 3 normal. 100. Ouais, On verse 3 100, on récupère 12 000 quoi. c'est ça. Si on part au bout de 4 mois. Exactement. Si on a mis 300%, Mais on peut pas. Ou si on C'est achète limité sa à- résidence au bout de 4 mois. C'est limité à 25% du salaire. ouais, mais 3000, 3 000, 3 25%, ça fait 12 000 annuels. Mais s'il est resté 3 mois, c'est un prorata. Ah, on peut le mettre en place. Donc mais on va voir après, c'est vraiment intéressant les exemples. Au niveau du traitement social, donc l'entreprise elle est exonérée de charges sociales, comme j'ai dit, mais soumise au forfait social. Alors voilà, ce que je disais tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2016, Monsieur Macron a fait un effort sur l'épargne salariale et il a réduit le taux de forfait social sur le PERCO, qui est passé de 20 à 16%. Il a fait ça avant de partir. Ah oui, tiens. Parce qu'il était en marche. Joli. Donc 16% sur certaines conditions. Les partenaires avec qui on travaille, notamment RS, remplissent ces conditions. Donc voilà. Ils se vantent de nous dire que les banques justement ne remplissent pas forcément ces conditions. Donc ils sont toujours certains plans d'épargne salariale proposés par des banques sont encore à 20%. Voilà. Et donc le bénéficiaire, donc toujours la même chose, exonéré de charges sociales, mais soumis aux prélèvements sociaux, donc CSG, CRDS, de 8% lors du versement. Après il y a une fiscalité de sortie qui est différente. Hein. Ouais. Quand on va récupérer, Des assurances. plus favorable, parce que du coup il n'y a pas de palier. Ça rentre. L'assurance vie c'est soit palier, 4, 8 ans, avec un abattement. Au-delà des 8 ans. Ouais, bah, il y a un abattement, il y a quand même 7,5% Ouais. au-delà de l'abattement. Mais là, du coup, il n'y a pas de. C'est directement que les prélèvements sociaux, D'accord. 15,5, donc on sort en capital. Ah. Je fais trop vite là. Voilà. C'est ça. Je sais pas s'il me restait quelque chose à revoir. Ouais, très bon. Ouais, traitement fiscal. Donc l'entreprise, tout ce qui est versé sur plan, évidemment, c'est déductible de l'IS et de l'IR, puisque ça passe en charge. Et le bénéficiaire, donc c'est déductible de l'IR, la partie abondement. Donc, comme je disais tout à l'heure, les règles d'attribution de l'abondement sont déterminées par le règlement du plan. Donc ce qui est bien, c'est que, je commence par le dernier point, c'est pas figé dans le temps. Donc on peut très bien mettre en place une règle d'abondement la première année, et si dans 5 ans ça correspond plus à la stratégie de l'entreprise, on peut la changer. On peut changer ça une fois par an. D'accord. Donc comme je disais tout à l'heure, les règles d'attribution de l'abondement sont déterminées par le règlement du plan. Donc ce qui est bien, c'est que, je commence par le dernier point, c'est pas figé dans le temps. Donc on peut très bien mettre en place une règle d'abondement la première année, et si dans 5 ans ça correspond plus à la stratégie de l'entreprise, on peut la changer. On peut changer ça une fois par an. Quand on met en place un abondement, il ne peut pas avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Donc en gros, on ne peut pas dire quelqu'un qui gagne 5 000 €, par exemple, peut mettre plus que quelqu'un qui gagne un peu moins. Ça marche pas. On peut pas non plus, on peut pas le définir en fonction des collèges. Vous savez ce qu'on peut faire avec la prévoyance ou la mutuelle, par exemple mettre en place un collège cadre ou non cadre. Là, avec le plan d'épargne salariale, on ne peut pas. Donc, ça veut dire que c'est vraiment tout le monde pareil.